Et je donne maintenant la parole à Benjamin Rottier, premier secrétaire de la promotion sortante, pour son éloge d'Édouard Laferrière. Le premier président de la Cour royale de Rennes avait interdit que les chambres délibérassent à l'heure où Laferrière donnait à la faculté son cours de droit administratif, afin que tous les avocats et les magistrats puissent y assister. La renommée de Laferrière, Firmin Laferrière, était considérable depuis la publication de son essai sur l'histoire du droit français. Son fils Édouard dira admirer, vénérer même, ce père qui sera conseiller d'État et qui aura consacré sa vie tout entière à l'étude et au culte du droit. Laferrière, Édouard Laferrière, inscrira sa destinée dans le même sillon. Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Monsieur le vice-président du Conseil d'État, Monsieur le premier président de la Cour de cassation, Monsieur le procureur général près la Cour de cassation, Monsieur le président de la section du contentieux du Conseil d'État, Monsieur le premier avocat général près la première chambre civile de la Cour de cassation, Monsieur le directeur des affaires civiles et du Sceau, Mesdames, Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs les hauts magistrats, Madame la présidente de l'Ordre des avocats au Bundesgerichtshof, Madame, Messieurs les bâtonniers, Monsieur le président de l'Ordre, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, peut-être vous a-t-il observé, lorsque vous avanciez vers cette salle de l'Assemblée générale, immense, à l'entrée de ce couloir, trône le portrait du vice-président Édouard Laferrière. On lui prête volontiers, au tournant du siècle, l'apparence d'un officier de cavalerie, de taille moyenne, mince, presque toujours vêtu d'une redingote complètement boutonnée, la moustache blonde, les yeux bleus, à la démarche décidée. De sa jeunesse, on ne connaît que quelques jalons. Naissance le 26 août 1841 à Angoulême. Sainte-Barbe, Louis le Grand, faculté de droit de Paris. À 19 ans, il est éprouvé par le décès de son père et met désormais au travail une ardeur qui ne le quittera jamais. Il obtient sa licence de droit en 1864, s'inscrit au barreau et devient le secrétaire d'Ernest Picard. Picard, qui rédigera la déclaration de proclamation de la République qu'on entendra un 4 septembre devant la place de l'Hôtel de Ville, Picard, qui entraîne Laferrière à fréquenter plus assidûment les cercles politiques que les prétoires. Le talent d'orateur d'Édouard Laferrière commence à poindre. Un jour, Gambetta l'entend débattre avec Alexandre Ribot et s'exclame « À la bonne heure, voilà des hommes !» Ribot sera élu premier secrétaire de la conférence des avocats de Paris pour l'année 1865-1866, Laferrière, deuxième secrétaire. Édouard Laferrière consacre son discours de rentrée solennelle aux rivalités des parlements avec les intendants et le Conseil du roi. Abreuvé d'histoire du droit à la meilleure source, son père, il dénonce les empiétements progressifs des ancêtres des préfets et des conseils de préfecture sur la compétence des parlements. Ce n'est plus le régime du droit, dit-il, mais celui du bon plaisir. Il s'interroge. Pourquoi deux juges s'il n'y a qu'une justice ? Et la réponse qu'il apporte est rétrospectivement délicieusement ironique. Il faut supprimer les juridictions administratives. Laferrière raconte ce qu'ont été ses premières années d'avocat. La fable du lion et du moucheron, dit-il, symbolise assez bien ce qui se passait alors. Un gouvernement fort, encore plein de prestige,
était journellement harcelé par des adversaires imperceptibles, mais tout hérissé de ces aiguillons du droit, de ces ardillons de la procédure qui piquent, égratignent et finissent par blesser. Pour la Ferrière, le combat républicain passera d'abord par la presse. Dès 1868, il collabore avec des journaux d'opposition, Le Rappel, principalement fondés sous le patronage de Victor Hugo. Ses ouvrages, ses articles, ses conférences, tout s'inscrit dans le même mouvement, instruire ses concitoyens du droit, de leurs droits, et les inciter à les exercer. Car le droit lui-même est, sous le Second Empire, un instrument de subversion. Paul Meurice, du Rappel, se souvient. Il nous apportait quelquefois des articles qui nous paraissaient assez dangereux et qu'il nous démontrait n'être que des textes de loi appliqués. 1869, le tumulte, c'est une année électorale. La Ferrière fréquente davantage les tribunaux correctionnels comme avocat et comme prévenu. Au mois de juin, il plaide longuement une affaire de presse, sort de la salle d'audience, retire sa robe et revient devant le même tribunal. Il y est jugé pour coups et blessures. Quelques mois plus tôt, au petit matin, 6 hommes se postent dans le bois du Vésinet. La Ferrière est là. Il se saisit d'une épée, il a reçu un soufflet et se bat en duel, au premier sang versé. Les 2 témoins de la Ferrière, vous les connaissez. L'un sera ministre, l'autre vice-président du Conseil d'État. Ce sont ses amis Jules Ferry et Georges Coulon. La Ferrière blesse son adversaire au poignet, il est condamné à 200 francs d'amende. Mais ce sont surtout les articles dénonçant les abus du préfet de police Pietri qui vaudront à la Ferrière des poursuites correctionnelles. Il est condamné pour outrage, condamné pour diffusion de fausses nouvelles à 1 mois d'emprisonnement. En juin, l'affaire est plus sérieuse. Le siège du Rappel est perquisitionné et la Ferrière y est arrêtée pour complot contre la sûreté de l'État. Il raconte lui-même l'épisode avec une gourmandise attristée. Il allume un cigare, le commissaire ne trouve rien et veut pourtant le conduire à la prison Mazas. « Monsieur, lui dit la Ferrière, je vous ferai observer que d'après les termes de votre mandat, vous devez m'amener devant un magistrat et non en prison. Vous ne pouvez pas transformer de votre propre autorité un mandat d'amener en un mandat de dépôt. » 20 minutes après, j'étais à Mazas. L'information judiciaire n'avance pas. Alors, la Ferrière fait assigner le préfet de police devant le tribunal civil à raison de cette arrestation qui constitue, selon lui, un acte de légèreté coupable qui engage sa responsabilité conformément à l'article 1382 du Code civil. Les huissiers refusent-ils de délivrer l'acte? La Ferrière publie l'assignation dans la presse. Le voilà condamné pour outrage à 1 mois d'emprisonnement. Lorsqu'enfin il plaide contre le préfet de police devant le tribunal civil, la salle des pas perdus fourmille, la salle d'audience déborde. La renommée de la Ferrière grandit dans le cercle des opposants au Second Empire. Le procureur général Baudouin dira de lui « Il devenait l'un des avocats nécessaires des procès politiques et les perdait brillamment, ce qui, dit-on, est en pareil cas le vrai succès. » 1870, on vivait vite à cette époque, dira la Ferrière, et les transitions étaient brusques. Il a 28 ans. En mai, il fonde son propre journal. Comment s'en étonner? Il l'appelle « La Loi ». En juillet, la France déclare la guerre au royaume de Prusse et le 4 septembre, c'est la défaite de Sedan. La République est proclamée, le Conseil d'État dissous, et la Ferrière est nommée maître des requêtes à la commission provisoire, puis commissaire du gouvernement. Lorsque la loi du 24 mai 1872 réorganise le Conseil d'État, la Ferrière est naturellement confirmée dans ses fonctions, qu'il exercera 9 années durant. Mais sur les 2603 conclusions qu'il a prononcées,
Seules 4 ont été publiées. L'une de ces affaires, Tribunal des conflits, 1877, l'aumônier Carriole. Les conclusions de la Ferrière sont restées gravées dans les mémoires. Il oppose l'administrateur, plus ou moins sujet à erreur, et l'homme, avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences. La faute de service, désormais, sera distinguée de la faute personnelle. Mais ces autres conclusions avaient-elles le même souffle? Écoutez ceux qui les ont entendues, écoutez le vice-président Georges Coulon. Un commissaire du gouvernement est sobre, clair, précis et rapide. À ces qualités, la Ferrière en joignit une autre. Il fut intéressant. L'entendre était une vraie fête. Il était, dit-il, l'ornement de nos audiences. C'est que la Ferrière puise notamment dans le droit civil, le droit romain, l'ancien droit, et en propose des applications originales. En juillet 1879, il est nommé conseiller d'État en service ordinaire et, à moins de 38 ans, président de la section du contentieux. La Ferrière dira lui-même ce qu'implique la fonction de président de cette section si particulière. Le président n'a pas seulement à s'occuper des dossiers, écrit-il. Il faut aussi qu'il s'occupe des personnes. Il a sous sa direction des rapporteurs appartenant à tous les degrés de la hiérarchie. À l'égard des plus expérimentés, sa direction doit être discrète. Mais à l'égard des autres, et surtout de la jeune phalange des auditeurs, cette direction doit être assidue. La fonction de président comporte alors une sorte de préceptorat bienveillant, sévère s'il le faut, mais qui ne peut s'exercer avec fruit et avec justice que s'il s'allie à l'esprit de suite et à une autorité toujours en éveil. C'est encore lorsqu'il occupe ces fonctions que la Ferrière, formé au contentieux administratif par Léon Aucoq, devient lui aussi un magistrat professeur. Jules Ferry, redevenu ministre de l'Instruction publique, lui propose d'assurer un cours de doctorat à la faculté de droit de Paris. Et voilà le fils de Firmin qui reproduit l'exploit du père, se presse pour l'écouter, non seulement les étudiants, mais aussi des avocats, des magistrats et même ses collègues du Conseil d'État. Le vice-président Coulon le dira, son enseignement fut pour nous une véritable révélation. C'est sous la République des Républicains qu'Édouard Laferrière est nommé vice-président du Conseil d'État en 1886. Il accomplira une œuvre proprement considérable qui donnera à sa présidence un éclat immense. Laferrière déploie son énergie dans 3 directions. Une œuvre doctrinale, en premier lieu, dans laquelle l'enseignant est indissociable du commissaire du gouvernement, du président de section et du vice-président, le traité de la juridiction administrative et des recours contentieux. Nul n'a pu oublier à quel point il fut ce fondateur du droit administratif moderne. Le droit administratif, auparavant, paraissait être une somme de branches dispersées sans cohérence d'ensemble. Ces jurisprudences, Laferrière a fait bien davantage que les ordonner. Il emmène une analyse transversale, insuffle l'intelligence et les inscrit dans un système. Il érige le tronc, réunit les branches et dessine les rameaux. Le traité élabore ainsi 2 théories générales majeures, celle de la compétence et celle du recours pour excès de pouvoir. Ce qu'il a apporté nous paraît aujourd'hui l'évidence, la distinction de la compétence et des conditions de recevabilité des recours pour excès de pouvoir, c'est Laferrière. La classification quadripartite des contentieux, annulation, pleine juridiction, interprétation, répression, c'est Laferrière. L'arrachement du recours pour excès de pouvoir au recours en cassation, Laferrière encore. La condition d'absence de recours parallèle, toujours Laferrière. Et il ne se contente pas de faire œuvre de synthèse. C'est à lui, c'est à son génie propre
que nous devons l'abandon de la théorie du ministre-juge. Avant la parution du traité, l'idée que le ministre est le juge administratif de premier ressort est l'opinion universelle. Mais la Ferrière en sape les fondations, met en lumière ses contradictions avec les principes fondamentaux, et la conviction s'effrite. Bougard, 1881, Ville de Cannes, Lefebvre, la justice retenue s'effondre définitivement en 1899 par l'arrêt Cadeau. Combien Gaston Gèze a-t-il eu raison de s'exclamer « Enfin, la Ferrière vint ». En deuxième lieu, le vice-président Laferrière s'emploie scrupuleusement à défendre le Conseil d'État lui-même, qu'il décrit comme cette grande et forte institution nationale que toutes nos révolutions ont respectée. Intransigeant sur le respect des attributions consultatives, Laferrière insiste. La mission des sections administratives est des plus étendues et des plus fertiles. C'est réellement en elles et dans l'Assemblée générale que réside le Conseil d'État, considéré comme conseil de gouvernement et comme auxiliaire des chambres. En troisième lieu, un peu à côté de l'institution, le vice-président rayonne. Il y a une singulière unité entre Laferrière, bâtisseur de théorie générale, et Laferrière, alpiniste distingué. Depuis des années, le vice-président gravit des sommets, au sens propre. En 1892, il devient président du club alpin français, où l'on dit de lui qu'il manie le piolet comme il manie la parole. Au siècle de Jules Verne, des grandes découvertes, des expositions universelles, Laferrière fixe la direction pour le club alpin. La période de conquête des sommets est achevée et l'œuvre principale est désormais, dit-il, de travailler par tous les moyens à rendre plus facile l'accès de nos montagnes. Il en va du droit administratif comme des reliefs escarpés. Il a exploré, défriché, cartographié, ouvert la voie. Désormais, il fait profiter le plus grand nombre des sentiers qu'il a balisés jusqu'au dernier kilomètre. Dans un autre cadre, celui de l'association amicale des secrétaires et anciens secrétaires de la conférence, le vice-président Laferrière livre quelques leçons qu'il a tirées de son expérience. Oui, assure-t-il, pour bien juger, pour bien administrer, pour bien légiférer, et je dirais même pour bien gouverner, il n'est pas inutile d'avoir un peu plaidé. C'est à la barre qu'on apprend le mieux à respecter la libre discussion, à profiter de la contradiction au lieu de s'en irriter ou d'en avoir peur, à développer en soi ce sens critique qui finit par nous donner, pour nos propres erreurs, presque autant de clairvoyance que pour celles d'autrui. J'estime, poursuit Laferrière, qu'on n'est jamais mieux armé dans la vie contre les mauvaises raisons des autres, les faux jugements, les paradoxes, que lorsqu'on a été quelquefois exposé à en commettre un peu soi-même. Édouard Laferrière incarnait alors si intimement, si complètement le Conseil d'État que tout le monde s'attendait à ce qu'il en restât le vice-président encore des années. Mais à l'été 1898, l'Algérie souffre de troubles profonds. Les pillages et les attentats se multiplient. Le gouvernement voit sourdre la menace séparatiste. Le président de la République, Félix Faure, requiert le vice-président du Conseil d'État pour prendre les fonctions de gouverneur général de l'Algérie. La tâche est immense. Il accepte. Par devoir, dira-t-il, en précisant « J'ai quitté le Conseil d'État avec regret, avec tristesse ». Quel est le principal accomplissement de Laferrière en Algérie ? Assurément, la création des délégations financières. Ces assemblées consultatives, dans lesquelles toutes les composantes de la société algérienne sont représentées, sont compétentes en matière de taxes et d'impôts.
Prélude à l'autonomie budgétaire, les délégations financières constituent aussi, dans l'esprit de la Ferrière, les prémices d'un véritable Parlement algérien. 2 ans après son arrivée, la Ferrière a rétabli l'ordre et demande à regagner la métropole. En octobre 1900, le gouvernement de défense républicaine de Waldeck-Rousseau choisit ce républicain fidèle pour exercer les fonctions de procureur général près la Cour de cassation. Dans son discours d'installation, la Ferrière évoque les sentiments qui ont guidé sa vie tout entière. L'amour du droit et le dévouement à la République. Et il ajoute, presque nostalgique, « Je salue ce vieux palais qui, à travers les vicissitudes de notre histoire, est resté celui de la loi et du droit. Je le salue aussi avec le respect filial qu'on doit à la maison natale. Les attentes de ces nouveaux collègues sont élevées, elles seront dépassées. Le brasier de l'incandescent commissaire du gouvernement se ravive. En quelques mois, la Ferrière conclut en personne devant les chambres réunies, la chambre civile et la chambre criminelle. Dans l'une de ces affaires, le premier président qui l'a entendu dira qu'il a atteint la perfection absolue. En 1887, l'Opéra Comique avait été ravagé par un incendie et des dizaines de personnes avaient péri. Les enfants d'un couple de victimes agissent devant une juridiction civile en responsabilité contre l'État, en sa qualité de propriétaire de l'immeuble. L'État est condamné, se pourvoit en cassation. Quel ordre de juridiction est-il compétent? L'ordre judiciaire, répond la Ferrière. L'ordre judiciaire, juge la Cour de cassation. Le pourvoi est rejeté. Son successeur, le procureur général Baudouin, se le rappelle. Ceux qui eurent ce jour-là le bonheur de l'entendre n'oublieront jamais l'art exquis avec lequel, unissant à l'impeccable sûreté de la forme les ressources juridiques de la science la plus ingénieuse, il a montré de lumineuse façon la voie à suivre. Il vous apportait ainsi le modèle achevé de l'éloquence judiciaire qui sied à la Cour de cassation. « 125 années ont passé depuis qu'Édouard Laferrière a quitté la vice-présidence du Conseil d'État. N'est-il pas extraordinaire que devant l'Assemblée du contentieux, il y a quelques semaines, 2 rapporteurs publics se soient encore référés dans leurs conclusions à l'auteur du traité. Les derniers mots reviennent naturellement à Édouard Laferrière. Nous sommes en 1890, il est vice-président du Conseil d'État et il s'exprime devant ses successeurs de la conférence du stage. Mais dans cet hommage à la relève, ces mots ne s'adressent-ils pas plus largement à tous ceux qui poursuivent le combat pour le droit? Laferrière se lève. Les destins, dit-il, ont des rigueurs que nous ressentons amèrement, mais ils nous offrent aussi des promesses, des espérances, et c'est à celles-ci seulement que je veux penser ici, en portant un toast aux jeunes. Je bois à cette élite du stage qui nous ramène chaque hiver comme un renouveau de printemps et qui nous prépare dans l'avenir, non l'oubli, mais la réparation des pertes que le présent nous inflige.